Français. Quasiment 23h30 sur CNews et Bernard-Henri Lévy est avec nous. Merci d'être avec nous, Bernard-Henri Lévy. On va revenir sur plein de choses ce soir, évidemment sur l'Ukraine, mais vous allez avoir des Français qui vont vous poser des questions, qui vous ont interpellé cet après-midi, que ce soit sur la situation en Ukraine, mais également sur l'Iran et l'Italie. On fait d'abord un point sur l'information et on commence. Vous serez tués un par un tant que Vladimir Poutine sera au pouvoir. Ce sont les mots prononcés par Volodymyr Zelensky aux Russes et en particulier aux responsables gouvernementaux. Le président ukrainien assure que son armée reprendra d'autres villes du Donbass dans la semaine à venir. Et sur le terrain, l'armée ukrainienne est entrée aujourd'hui dans Liman, ville stratégique de l'est de l'Ukraine. Le président turc menace de nouveau de bloquer l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Erdogan accuse les deux pays de protéger des combattants kurdes du Parti des travailleurs du Kurdistan et des unités de protection du peuple, deux organisations considérées comme terroristes par Ankara. À ce jour, 28 États membres de l'OTAN ont ratifié l'adhésion de la Suède et de la Finlande. Seules la Hongrie et la Turquie doivent encore donner leur accord final au Parlement. Le PSG peut remercier ses stars, Lionel Messi et Kylian Mbappé, face à Nice au Parc des Princes. Les Parisiens ouvrent le score sur coup franc. Aux 20 mètres, Messi enveloppe une superbe frappe au-dessus du mur niçois. 1-0 pour Paris, 5e but de l'Argentin en Ligue 1 cette saison. Et au retour des vestiaires, Nice égalise grâce à Laborde. L'attaquant trompe Donnarumma face au but. Un partout et à l'heure de jeu, Mbappé fait son entrée. Il sera le sauveur du PSG. À 10 minutes de la fin, Moukielé centre pour Mbappé qui reprend du pied droit et ne laisse aucune chance au gardien niçois. 2-1 pour le PSG, score final. Les Parisiens sont premiers, 2 points devant Marseille. Pour le point sur l'information, Bernard-Henri Lévy, merci d'être sur ce plateau. Vous étiez en Ukraine il y a une dizaine de jours. Vous étiez près de Liman, dans l'est de l'Ukraine. Et l'information du jour, c'est quoi ? C'est l'armée russe qui dit s'être retirée de Liman. L'armée russe a annoncé samedi s'être retirée de la ville de Liman, qui est en fait un nœud ferroviaire dans l'est de l'Ukraine. On le voit que les soldats ukrainiens avaient déclaré encercler ces dernières heures. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a un décalage entre le discours de Vladimir Poutine, quasi victorieux, semi-victorieux hier, et la réalité du terrain, à savoir la contre-offensive ukrainienne qui fonctionne. Alors ma première question, elle est simple. Est-ce que la guerre est en train d'être perdue par la Russie ? Je le crois. C'est ce que j'ai essayé de raconter dans mon reportage de match de la semaine dernière. En effet, dans cette région, j'étais avec mon ami photographe Marc Roussel au-dessus de Liman, avec les Ukrainiens. Et en effet, il crevait les yeux que les Ukrainiens étaient en train de l'emporter. Militairement, il n'y a pas photo. Ils sont les plus forts, ils sont les meilleurs, ils sont ceux qui ont le moral. Les troupes russes, les 5000 soldats russes dans la poche de Liman étaient non seulement encerclés, mais démoralisés. Et il était clair que la victoire allait venir aux Ukrainiens. Alors, parallèlement à ça, il y a cette espèce de réalité parallèle dans laquelle vit Poutine et qui déclare annexer cette région. Mais il annexe une région qui, le lendemain, est pour partie reprise par les Ukrainiens. Donc, c'est ce qui montre le déphasage absolu, tragique de Poutine. Alors, ils ont peut-être le moral, les militaires ukrainiens, mais la Russie a l'arme nucléaire. Et il y a cette nouvelle alerte de Ramzan Kadyrov, qui est le dirigeant tchétchène. Voilà ce qu'il a dit aujourd'hui. Des mesures plus drastiques doivent être prises jusqu'à la déclaration de la loi martiale dans les zones frontalières et l'utilisation d'armes nucléaires de faible puissance. Est-ce que cette menace nucléaire, il faut la prendre au sérieux ? Écoutez, il faut toujours prendre au sérieux les islamistes ou les radicaux comme Kadyrov, qui est un musulman radical dont les soldats crient Allah Akbar sur les charniers. Quand ils lancent des menaces, il faut les prendre au sérieux. Al-Qaïda, Daesh, Kadyrov, certains religieux ukrainiens... russes qui nous annoncent l'apocalypse, bien sûr qu'il faut les prendre au sérieux. Les fous, il arrive qu'ils passent à l'acte, c'est vrai. Raison de plus pour tenter de les mettre hors jeu, de les défaire. Raison de plus. La semaine dernière, je vous ai écouté attentivement, vous aviez été interrogé par Sonia Mabrouk, et vous parliez de Vladimir Poutine et de la Russie comme d'un terrorisme d'État. Mais est-ce qu'on peut négocier avec un terroriste d'État ?
La question que je vous pose, c'est que si c'est ce constat-là, c'est la guerre mondiale. C'est un peu ce que dit Vladimir Zelensky, et il n'a pas tort. Volodymyr Zelensky nous dit « Je suis prêt à négocier avec la Russie, mais pas avec Poutine, parce qu'il n'a pas de parole, parce que c'est un criminel de guerre et contre l'humanité, et parce que c'est un terroriste d'État. » Toute proportion gardée, est-ce qu'on était prêt à négocier avec Hitler ? Est-ce qu'il y avait une négociation possible avec Hitler ? Non, la seule attitude possible, c'était de le vaincre. Aujourd'hui, malheureusement, Poutine a mis l'Occident, et d'abord l'Ukraine, bien sûr, dans cette position de n'avoir pas d'autre choix que de le pousser dans les cordes, de le repousser hors des frontières du pays qu'il a envahi. Comparaison n'est jamais raison, mais est-ce que vous mettez sur un même piédestal Vladimir Poutine et Adolf Hitler ? Piédestal, sûrement pas. Oui. Mais sur un même pied, non, parce que rien n'est comparable à l'hitlérisme et que c'est le mal absolu. Mais enfin, sur cette horrible échelle du mal, Poutine est quelque part, oui, sur l'échelle, bien sûr. Alors ce que je vous propose, c'est, et je le disais depuis le début de l'émission, c'est que moi je vous pose des questions, mais les Français vous interpellent également. Donc on est allé sur le terrain, et je remercie les équipes de CNews d'être allées sur le terrain, qui vont vous interpeller sur l'Iran, l'Ukraine et l'Italie. On va écouter dans un premier temps Géraldine, qui a une question pour vous. Écoutez. Bonsoir, Monsieur Henri Lévy. Donc, alors je m'appelle Géraldine Gomaher, j'ai 42 ans et je suis consultante digitale. Donc, voici ma question pour ce soir. Que pensez-vous de l'annexion de la partie des territoires en Ukraine par Poutine ? Vous en pensez quoi ? Je pense que ça ne veut rien dire et que ça ne change rien à la réalité du terrain. C'est une espèce de geste incantatoire. Vladimir Poutine, qui perd le contrôle des choses sur le terrain, se rattrape en organisant cette énorme cérémonie boursouflée, kitsch, avec des propos horribles, d'ailleurs, qu'on a entendus sur la place rouge. Et en effet, ces annexions, mais qui ne signifient rien, puisqu'encore une fois, le lendemain même de l'annexion, le surlendemain, la réponse de Zelensky, c'est de prendre une ville stratégique d'une des 4 régions qu'il vient d'annexer. Donc j'en pense que c'est le geste d'un dictateur aux abois qui tente de consolider ses maigres gains. Cet homme qui pensait conquérir... Maigre gain, c'est 20% du territoire... C'est un peu moins aujourd'hui que 20%, mais c'est en effet 4 oblasts. C'est l'oblast de Zaporizhzhia, l'oblast de Kherson, l'oblast de Lugansk et l'oblast de Donetsk. Moi, je pense, c'était la conclusion de mon dernier reportage de terrain, puisque j'étais sur place pour vos confrères de match. Moi, je pense que cette guerre ne sera pas longue. En tout cas, pas aussi longue que le disent certains commentateurs. Et je pense que les Ukrainiens vont plus vite qu'on ne le croit, l'emporter. Je reviens sur ce que vous aviez dit tout à l'heure et vous repreniez les propos de Volodymyr Zelensky, c'est-à-dire qu'il est prêt à négocier avec la Russie, mais pas avec Vladimir Poutine. Qui vous dit que le prochain, il n'est pas pire que Vladimir Poutine ? Que ce n'est pas justement les nationalistes pur jus, encore plus pro-russes, encore plus anti-Ukraine, et qui nous pousseraient cette fois-ci à la Troisième Guerre mondiale ? C'est possible, mais ce n'est pas les signaux qui nous a... Là, je n'ai pas l'expérience de terrain en Russie que j'ai en Ukraine. Mais c'est vrai que vous n'êtes pas vraiment bienvenu en Russie. Je suis banni de Russie, je n'ai pas le droit d'y entrer. Mais j'ai les mêmes informations que vous, c'est-à-dire les mères de soldats qui protestent, les hommes qui préfèrent se briser le bras que se laisser engager, 300 000 hommes qui ont quitté l'Ukraine, autant que ceux que Poutine prétend avoir enrôlés. Donc je n'ai pas l'impression que la tendance dominante en Russie soit à la surenchère par rapport à Poutine. J'ai l'impression qu'il y a, au contraire, dans la population russe, une espèce de principe de réalité qui est en train d'emporter. Jusqu'à présent, cette guerre ne les concernait pas vraiment. Ils la voyaient à travers la propagande officielle de Russia One. Ouais. Et d'un seul coup, ça les concerne. Ça concerne leur famille, ça concerne eux-mêmes, ça concerne les vieux, les jeunes, les infirmes, les pères de famille, tout le monde qui est raflé comme ça par les agents recruteurs de Poutine. Et là, il y a un réflexe dans la société russe qui ne me semble pas aller dans le sens du pire.
Il peut y avoir aussi un autre réflexe nationaliste, d'être regroupé autour de son chef. C'est-à-dire que quand vous voyez des sanctions, pas forcément économiques, mais que vous avez des sanctions contre les sportifs, contre la culture russe, l'impossibilité d'aller dans certains territoires, vous pouvez peut-être vous sentir oppressé, insulté presque. Est-ce que c'est ce rapport-là qu'il faut avec la population russe ? Ça ne doit pas être simple d'être russe aujourd'hui, parce qu'on doit se sentir, je suppose, d'abord oppressé, oui. d'abord insulté, d'abord humilié par ce dirigeant. Ce dirigeant paranoïaque, absurde, criminel, terroriste, que l'on voit parader, tenir des discours vomitifs contre le reste du monde, comme il l'a fait sur la Place Rouge. Ce discours sur la Place Rouge était un discours de fou aux abois, ces éructations contre l'Occident, contre le reste de la planète. Donc d'abord, je pense qu'un Russe doit se sentir humilié par cela. Après, bien sûr, ça ne doit pas être agréable de se voir assimilé par le reste du monde à cet homme. Oui, bien sûr, c'est probable. Mais il me semble que, comme souvent dans l'histoire, vous savez, j'ai vu des situations de ce genre, il y a toujours un moment quand même où les peuples sont un peu plus grands qu'eux-mêmes et où ils décident de se désolidariser de cet homme, d'un dictateur qui ne les honore pas, qui leur fait honte. Autre question, et cette fois-ci c'est Marianne. Bonjour Bernard-Henri Lévy, donc je m'appelle Marianne, j'ai un certain âge qu'on garde confidentiel. Donc j'avais une question pour vous, très difficile, qui est quand pensez-vous que la guerre en Ukraine finira ? Est-ce que Poutine va enfin arrêter ses inepties ? Voilà. Donc, et comment faire pour qu'il arrête tout ça ? Parce qu'on n'ose pas intervenir, on n'ose rien faire et du coup ça continue et on se demande jusqu'à quand. Moi je crois que, madame, comme dans toutes les guerres, ça s'arrêtera lorsque l'une des deux armées vaincra l'autre. Malheureusement, c'est la logique des guerres. C'est comme ça, c'est affreux, mais c'est ainsi. Donc cette guerre s'arrêtera lorsque l'armée ukrainienne aura récupéré son bien, lorsqu'elle aura récupéré son territoire, lorsqu'elle aura bouté l'envahisseur hors de ses frontières. Et vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, l'Ukraine peut récupérer ces 4 territoires ? Je le crois, vraiment je le crois. Et là encore, Mais à quel prix ? Voilà, c'est ça ce qui est affreux. Au prix d'une 3e guerre mondiale ? Non, au prix... La guerre est mondiale déjà. Vous savez, cette guerre d'Ukraine, je me faisais cette réflexion là, dans ce dernier séjour en Ukraine. J'ai souvent couvert des guerres qui m'importaient parce qu'elles n'intéressaient personne et qu'elles étaient oubliées. Donc je voulais les mettre dans la lumière. Cette fois-ci, c'est la première fois où je couvre une guerre qui est mondiale, qui a des effets mondiaux. Il n'y a pas un pays d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique du Sud ou centrale qui ne soit concerné par cette guerre, à cause de l'énergie, à cause du déséquilibre sur les matières premières, à cause de cet anti-occidentalisme qui déferle. Bref, la guerre est de fait mondiale. Poutine a déclenché une guerre mondialisée. C'est un fait. Donc il faut que ça s'arrête vite. Et pour que ça s'arrête vite, il faut que l'armée russe que le peuple russe décide à un moment donné que ça ne vaut pas la peine, que cette guerre ne le concerne pas, que cette guerre est folle, que pourquoi des jeunes hommes iraient-ils mourir comme ça pour une cause dont ils ne comprennent pas le sens. Dans cette guerre, Bernard-Henri Lévy, il y a aussi une escalade dans la communication. Des mots, évidemment, du côté de l'agresseur, qui est Vladimir Poutine, mais aussi des agressés. Et je pense, par exemple, à Joe Biden, je pense à Ursula von der Leyen, je pense parfois même à Volodymyr Zelensky, qui a pu avoir des mots très durs. Est-ce que cette escalade dans la communication finalement, nous freine pas dans une possibilité de négocier, de discuter, d'être autour d'une table pour dire, voilà, il faut que cette guerre absurde cesse ? Attendez, il n'y a pas d'escalade de la communication. Il y a un peuple qui se défend, qui se défend contre une armée qui s'est conduite de manière atroce. Contre, ce matin, à Zaporizhzhia, la partie ukrainienne de la région de Zaporizhzhia, ce convoi de civils qui tentait de fuir les bombardements russes, 20 morts ou 22 morts, et je ne sais combien de blessés.
n'y a pas d'escalade de la communication, il y a des faits. Boutcha, c'est un fait. Zaporizhzhia ce matin, c'est un fait. Ces colonnes de pauvres gens que j'ai vu quitter les villes ukrainiennes bombardées, c'est un fait. La ville de Bakhmout, dont je parlais dans Match, totalement des villes fantômes, où il ne restait que des petits vieux qui n'avaient pas les moyens de payer les 50 ou les 100 euros du passeur qui allait les exfiltrer. C'est un fait. Il n'y a pas de communication. Dernière déclaration, cette fois-ci, on va écouter Vladimir Poutine, et c'était hier, puisqu'il y a eu 2 discours, place rouge, mais un tout petit peu avant, au Kremlin, devant tous les plus hauts dignitaires politiques russes. Et il revient sur les sanctions, il revient aussi sur cette crise de l'énergie et la crise de l'alimentation. Et il pointe la responsabilité sur l'Occident. Écoutez. Les Européens doivent convaincre aujourd'hui leurs citoyens de moins manger, de moins se laver, de se couvrir plus l'hiver. Et ceux qui se demandent pourquoi, on leur explique que ce sont des ennemis, des extrémistes, des radicaux. Et on fait porter la culpabilité à la Russie, qui est la cause, soi-disant, de tous les malheurs. Mais ce que j'aimerais souligner, c'est qu'il y a tout pour penser que l'Occident n'est pas prêt à avoir une approche constructive pour régler la crise énergétique et alimentaire qui est apparue de leur faute et qui est le résultat de leur politique qui a commencé bien avant notre opération militaire spéciale. Vous lui répondez quoi, Vladimir ? mais non, mais que c'est là encore univers parallèle, absurdité. Crise alimentaire mondiale, blocus du port d'Odessa, blocus du port de Mykolaïev, les bateaux qui, jusqu'à une date récente et au compte-gouttes, n'avaient pas le droit d'appareiller, de charger les silos pleins. C'est ça la crise alimentaire mondiale. La crise de l'énergie, c'est une réponse aux sanctions européennes, les paquets de sanctions. On est au 8e paquet de sanctions. Jusqu'à cette folle invasion de l'Ukraine le 24 février, sortie de nulle part, à laquelle personne ne croyait, motivée par rien. Il n'y avait aucun problème. Poutine vendait son énergie, l'Europe l'achetait, le reste de la planète se fournissait comme elle pouvait. Poutine a créé ce chaos planétaire et il en est le seul responsable. Une dernière question, et on parlera de l'Iran, qui peut peut-être paraître folle, mais je sais que vous êtes un homme qui a été au cœur parfois de certaines négociations. Si demain vous avez la possibilité de rencontrer Vladimir Poutine et que votre discussion peut y avoir une issue favorable, c'est-à-dire une paix. Je crois malheureusement. Vous y allez ou pas ? C'est rare de dire cela parce que moi je suis fondamentalement optimiste et je crois qu'il y a une étincelle d'humanité en chacun. Cet homme-là a perdu ce sens dont je parle et je crois que malheureusement personne ne pourra plus rien obtenir de lui. Le président de la République française, Emmanuel Macron, avec beaucoup de mérite d'ailleurs, a longtemps cru cela, qu'on pouvait l'amener à la raison, qu'on pouvait lui expliquer qu'il commettait une erreur historique, qu'il faisait honte à son peuple, et ainsi de suite. Il s'est aperçu, après des heures de conversation interminables au téléphone, que ça ne servait à rien. Il y a, dans l'histoire des hommes, des moments d'impasse. Il y a des individus qui sont perdus pour l'échange rationnel, hélas. Parlons de l'Iran à présent. La colère en Iran suite à la mort de Mahsa Amini, arrêté par la police des mœurs il y a 16 jours et décédé. Pour l'instant, il y a toute une enquête, mais on est bien en train de comprendre que c'est cette police des mœurs qui a tué cette jeune femme. Vague de mobilisation dans tout le pays avec des grèves généralisées, des femmes qui, au prix de leur vie, vont dans les rues pour protester contre ce régime totalitaire. On va écouter David qui a une question à propos de l'Iran. Oui, bonjour, je m'appelle David, j'ai 52 ans. J'habite à Boulogne-Billancourt et je travaille dans l'hôtellerie en tant que directeur. Donc je voulais poser une question à Bernard-Henri Lévy. Qu'est-ce qu'il pense du magnifique combat des femmes actuellement en Iran, de cette révolte? Quelle est sa réaction? Voilà. La répression a fait au moins 83 morts déjà. Je trouve cette révolte évidemment magnifique. Courage absolument exemplaire, leçon donnée à toute la société iranienne et au reste du monde, ces femmes insurgées pour tous les peuples opprimés du monde.
Je suis épouvanté par ces morts, ces 83 morts à cette heure, voilà, et ceux qui probablement viendront, parce que je sais que ce régime sera sans pitié, que le régime des mollahs, comme le régime de Poutine, dont nous parlions tout à l'heure, d'ailleurs, ils sont cousins, ils sont alliés, ils sont unis par une sorte d'axe de fer. Je sais qu'il sera sans pitié avec ces femmes. Et que lorsqu'il aura le sentiment, le régime des mollahs, qu'elle menace véritablement leur pouvoir, la répression peut être terrible. Donc je suis bouleversé d'admiration, je suis épouvanté. Je trouve magnifique d'ailleurs cette attitude qui consiste soit à dénouer ses cheveux, soit à les couper. C'est un geste très ancien dans la culture persane, un geste immémorial. Il y a dans la grande poésie persane, dans le livre des rois, qui est un des livres les plus anciens de la tradition perse, il y a des femmes fières, des femmes qui, dans les circonstances de grand deuil ou de grande colère, ont ce geste-là. Et je trouve beau que les femmes d'aujourd'hui, 2022, des siècles et des siècles après cela, retrouvent ce geste immémorial de la grande culture persane, dont on oublie trop d'ailleurs qu'elle a fait une vraie place aux femmes en islam. Cela fait partie, c'est une des régions de l'islam qui a donné une place tout à fait éminente et tout à fait glorieuse aux femmes. Donc il y a quelque chose de glorieux dans cette histoire et de redoutable. Une dernière question, et ça concerne l'Italie. Il y avait des mobilisations, élections législatives, même générales, en Italie la semaine dernière. C'est Bran Van Acker qui vous pose la question. Bonjour Bernard-Henri Lévy, je m'appelle Van Acker-Brad et je voulais vous poser une question sur les dernières élections en Italie, savoir ce que vous en pensiez, si ça pouvait être un indicateur pour la France ou le futur, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous en pensez quoi de ces élections et de ce résultat surtout ? Je pense que c'est un résultat qui ne fait pas honneur là non plus à l'Italie. Ce pays sublime qu'est l'Italie, le berceau de l'Europe, le socle constitutif de la culture européenne, se livrer à un Berlusconi vieillissant, à un Salvini bateleur de foire et à une Madame Meloni dont on sent bien qu'elle ne se défait pas, qu'elle ne parvient pas à se défaire de ses racines néofascistes, tout ça c'est triste pour l'Italie. Vous êtes dans cette ligne de parler de ce parti comme d'un parti post-fasciste ? Vous avez l'impression que ce programme qu'elle a présenté, qui programme effectivement protecteur pour les Italiens, sur la sécurité, sur l'immigration, en disant que c'est une femme chrétienne, italienne, et puis l'aspect social d'ailleurs, qui est plutôt libéral, est-ce que ça définit le post-fascisme aujourd'hui ? J'ai eu le malheur de dire la semaine dernière, en 5 jours, on a découvert un nombre de spécialistes de la politique italienne qui nous parlent de post-fascisme. L'aspect social, il faut le dire vite, il y a aussi les projets... qui condamnent l'annexion d'ailleurs russe. Réduction, du revenu de citoyenneté, c'est l'équivalent du RSA en Italie, qui ne va pas particulièrement dans le sens d'une politique sociale. Donc, il y a ça. Et puis, il y a le rapport de ce gouvernement, de cette future chef de gouvernement à l'Europe. Moi, je pense que le salut pour nos vieilles nations européennes, c'est de rester elles-mêmes et de construire l'Europe, et de renforcer l'Europe, et de faire qu'on puisse répondre d'égal à égal à la Russie néo-impériale, à la Turquie néo-ottomane, à la puissance chinoise et aux nostalgiques du califat islamique. Je pense que pour répondre à tout ça, il faut une Europe puissante. J'entends les discours, les pétitions de principe, les déclarations avant l'élection de Mme Meloni. Depuis qu'elle est majoritaire, elle est beaucoup plus prudente. Et elle ne me semble pas, ces déclarations, aller dans le sens de ce second patriotisme qu'est le patriotisme européen. Merci Bernard-Henri Lévy. J'ai une dernière question, puisqu'on a parlé de l'Iran. Je sais que vous êtes très proche de Salman Rushdie. Vous aviez fait un papier formidable, d'ailleurs, dans le journal du dimanche, que j'invite les téléspectateurs à relire. Est-ce que vous avez des nouvelles ? On n'en parle plus beaucoup de Salman Rushdie. Comment va-t-il ? Écoutez, il a un moral d'acier. Il
un optimisme inébranlable, mais je crois que sa convalescence est lente. Et je crois que les blessures qu'il a reçues sont des blessures qui pour l'instant ne sont pas guéries, sont des blessures sérieuses. Et voilà. Mais il fait face. Le dernier message qu'il m'a adressé il y a quelques jours, le dernier email, se terminait par nous les aurons. Voilà, nous les aurons. Qui ? Peut-être les mollahs iraniens que défient ces vaillantes femmes dont nous parlions il y a quelques minutes. C'était un plaisir de vous recevoir, Bernard-Henri Lévy. C'était un plaisir aussi pour cette émission. Je remercie France Godefab, toutes les équipes techniques, Tania qui s'est préparé cette émission. On se retrouve demain pour Ça se dispute dès 19h. À demain.